Bonjour, excusez-moi, en fait, j'ai le visage dissimulé. C'est lié au sujet dont je compte parler, parce que je compte m'exprimer concernant les électrochocs et les effets secondaires et tous les dommages que ça a eu sur moi, en fait. Il faut savoir que les électrochocs, ils sont pratiqués encore en France de nos jours, enfin notamment dans le sud de la France où je suis. Mais voilà, c'est une pratique qui est encore d'actualité de nos jours. Avant, c'était pratiqué sans anesthésie, maintenant c'est pratiqué sous anesthésie. Parce qu'en fait, pour faire court, quand c'était pratiqué sans anesthésie, ça provoquait en fait un choc tellement violent que les personnes qui subissaient ce genre de traitement pouvaient avoir les os qui se brisent en fait, par exemple sous l'effet du choc. Du coup, maintenant ils le pratiquent sous anesthésie générale, mais voilà. On fait passer en fait, on fait passer à ce niveau-là, au niveau des tempes, ça peut être. Il me semble qu'il y a d'autres types d'électrochocs, mais souvent c'est au niveau des deux tempes, comme ça. On va faire passer un courant électrique vraiment, vraiment assez fort, suffisamment fort pour provoquer chez la personne une crise d'épilepsie généralisée. On va en faire plusieurs comme ça, et maintenant c'est comme ça que sont pratiqués les électrochocs en France de nos jours. Euh, pour résumer. Et moi, j'en ai eu en 2021, enfin pour faire court. En fait, j'ai fini en hôpital psychiatrique parce que déjà, j'avais une famille où il y avait pas mal de problèmes. Enfin, voilà, je vais pas m'étaler en détail sur ce qui se passait dans ma famille, mais, euh, mais voilà, il y avait. En fait, je me suis disputée assez violemment avec ma mère parce qu'elle avait voulu. En fait, elle m'a pris les clés. À l'époque, j'étais chez mon père, j'avais pas encore mon appartement. Et mon père était parti chez une amie pour le Nouvel An. Et ma mère était venue passer le Nouvel An avec moi. À l'époque, j'étais assez stressée parce que j'avais eu pas mal de soucis personnels, aussi familiaux dans ma vie. Enfin, j'avais du harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune. J'avais eu pas mal de soucis vraiment de toutes sortes en fait. Et en plus, c'était le confinement et moi, j'avais besoin de sortir pour me sentir mieux. Et à l'époque, j'étais très énervée parce que, à cause des soucis, des problèmes que je vivais, voilà. Et en fait, ma mère m'a pris les clés de chez mon père. Elle m'a pris les clés que mon père m'avait confiées pour pouvoir sortir ou aller marcher quand je voulais, enfin, sous la limite de ce qu'on pouvait faire pendant la période du confinement, mais voilà. Parce qu'il savait que ça me faisait du bien, en fait, que ça me permettait de me calmer juste quand j'étais triste, quand ça allait pas bien. Elle m'a pris les clés, elle m'a dit je veux pas que tu sortes parce que t'es trop en colère, tu vas te mettre en danger. Et on s'est violemment disputé. Et elle a jugé que j'allais pas bien, qu'il fallait m'aider. Et elle a appelé les urgences psychiatriques pour qu'on m'envoie en hôpital psychiatrique en fait. Voilà. Après, ma mère, elle pensait pas à mal, mais c'était quelqu'un de très très anxieux. Qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, qui a été victime de maltraitance grave et tout. Du coup, elle avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, elle avait toujours peur qu'il m'arrive les mêmes choses qu'elle. Voilà, elle projetait beaucoup ses peurs sur moi. Et c'était très compliqué. Moi, j'ai vécu dans un climat très anxiogène depuis que je suis toute petite. Ça m'a pas aidée. Elle me confiait ses problèmes. Depuis que j'ai 9 ans, elle me confiait ses problèmes. Voilà, pour faire court. Et pendant l'entretien, en fait, on m'a on m'a mis dans une ambulance et on m'a amené aux urgences psychiatriques de Purpan. Et pendant l'entretien, j'étais j'étais très très énervée, je parlais vite parce que, parce que j'étais énervée. Et, et voilà, enfin j'étais énervée, j'étais stressée, ça se sentait. Et du coup, ils m'ont demandé pourquoi j'étais arrivée là, je leur ai parlé. Je leur ai décrit un peu tous les problèmes que j'avais eus avec ma famille, avec les gens, tout ça, les choses qui me prenaient la tête ces temps-ci. Voilà, j'ai tout décrit un peu de manière très mélangée, un peu dans le désordre.
Pas de manière très très ordonnée parce que j'étais énervée, j'étais stressée, en plus j'étais stressée d'être là-bas. Du coup, étant donné que je parlais vite et que j'avais pas un discours très articulé et que j'avais tendance voilà, à passer un peu d'un sujet à un autre, parce que ça arrive sous le coup de la colère, ça arrive sous le coup du stress, ça arrive sous le coup du trac. Enfin, moi, ça m'arrive beaucoup quand je suis en colère, quand je suis stressée, quand juste je me sens mal à l'aise de parler à des personnes, en fait. Bah, ils ont jugé que j'étais bipolaire et en fait, ils m'ont hospitalisée et ils m'ont donné des choses très fortes. Du coup, dès le début, ils m'ont donné des traitements très très forts. Ils m'ont donné des neuroleptiques en fait que je ne supportais pas du tout. Et j'ai eu beaucoup d'effets indésirables avec ces traitements qui me forçaient à prendre. Il faut savoir que je suis restée là-bas 2 mois. On m'a aussi forcé à prendre ces médicaments pendant 1 mois d'hospitalisation à domicile qu'on m'a imposé à la sortie de l'hôpital. Et, et en fait, j'avais les effets secondaires suivants. D'abord, j'arrivais pas à réfléchir. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de mal pour élaborer une pensée dans ma tête. J'arrivais plus à rêvasser non plus. En fait, j'arrivais plus à avoir de pensée spontanée. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Mais c'est comme si, en fait, ma tête, quand je prenais ça, elle était vide, mais constamment vide. C'est-à-dire que j'avais plus d'idées qui me traversaient l'esprit. Par exemple, des fois, quand t'es assis, je dis n'importe quoi, que t'attends le bus ou n'importe quoi, tu te dis, ah tiens, c'est vrai, j'aimerais bien lire ce livre, là, je l'ai vu dans la librairie, ça a l'air sympa, tiens, faudrait que j'appelle je sais pas qui. Mais moi, j'avais pas ça en fait, j'avais plus ça. Du coup, j'avais plus de pensée spontanée. Pareil, des fois, quand tu t'ennuies, ça t'arrive de penser à des souvenirs, de penser à ce que tu as vécu la semaine dernière, de penser à quelqu'un. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais moi, ça, j'en étais plus capable aussi. J'avais constamment la tête vide. C'était extrêmement angoissant. Et j'avais vraiment aussi beaucoup de mal à réfléchir. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple, enfin, c'était pas le contexte là, mais si par exemple, je me disais. Qu'est-ce que tu pourrais acheter par exemple, tu dois faire les courses et qu'est-ce que tu dois acheter pour faire les courses? Je devais vraiment me concentrer pour pouvoir penser à ma liste de courses. Et juste quelque chose d'aussi simple comme ça, j'avais vraiment du mal à y réfléchir. Et, et voilà, je devais vraiment me concentrer de manière assez intense pour juste pouvoir réfléchir à des choses toutes simples comme ça. Et aussi, je dormais mal en fait. Non seulement j'avais du mal à réfléchir, j'arrivais pas à rêvasser, j'arrivais pas à m'échapper dans mes pensées de manière spontanée, on va dire. J'arrivais pas non plus à lire, j'arrivais pas non plus à me concentrer sur un livre, j'arrivais pas à lire plus de 2 pages en fait, sans me sentir mal. Mais en plus j'arrivais même pas à dormir correctement, ça fait que je pouvais même pas passer mon temps à dormir. Je me levais à peu près, la nuit, je me levais à peu près toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures ou 3 heures, je faisais des cauchemars. Voilà, je faisais vraiment des rêves très absurdes des fois. Où, je pense que c'était dû aux choses qu'on me donnait. Et aussi un autre effet secondaire que j'avais, c'était ce qu'on appelle de l'acathisie. Je sais pas si exactement c'est ce que je vais vous décrire. En tout cas, c'est un des effets secondaires extra-pyramidaux qu'on peut avoir quand on prend ce genre de traitement. En fait, chez moi, ça se manifestait comme des sortes d'impatience, mais vraiment très étrange en fait. C'est-à-dire que j'arrivais à me sentir bien et confortable dans absolument aucune position. Je ressentais une sorte de douleur étrange, que je sois assise, que je sois debout, dans toutes les positions en fait. Et en fait, cette douleur, ça me donnait l'impression que c'est comme si mon âme, elle voulait s'échapper de mon corps, ou que moi, je voulais m'échapper de mon corps. Et, et en fait,
J'arrivais à me sentir bien dans aucune position, mais ça ressemblait pas à une douleur aiguë, comme on peut ressentir par exemple quand on tombe, quand on se fait mal, ou voilà, c'est juste pour donner le premier exemple qui me vient, ou par exemple quand on a une fracture ou n'importe quoi. C'était pas ce genre de douleur, c'était assez indescriptible comme douleur, ça ressemblait à une sorte d'inconfort chronique et extrêmement désagréable. Et bah pareil, on m'a donné ça pendant 3 mois, on m'a forcé à prendre ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je ressentais ça. Du coup, pendant 3 mois, c'était de la torture parce que j'arrivais même plus à réfléchir correctement. J'arrivais même plus à m'échapper dans mes pensées, à rêvasser. J'avais très peur parce que j'avais l'impression que, du coup, que ces choses-là étaient en train vraiment de bousiller mon système nerveux, en fait. Mais en plus, je me sentais même pas, j'arrivais même pas à rester assise et à me sentir bien, en fait. Ça fait que pour moi, c'était du registre de la torture et ça a duré 3 mois. Je suis passée 3 mois comme ça. J'ai eu d'autres effets secondaires qui m'ont quand même fait peur parce que mes règles se sont arrêtées. Elles ont repris 6 mois plus tard, mais elles se sont arrêtées. J'avais aussi un truc qui s'appelle parkinsonisme. Enfin, dans le cadre des neuroleptiques, ça s'appelle parkinsonisme. C'est en fait, dans mon cas, ça se manifestait par vraiment une rigidification des membres. C'est-à-dire que quand j'essaie de bouger mes bras, ben en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, mes bras étaient rigides et, et en fait, j'arrivais pas vraiment à faire de mouvements rapides aussi. Je faisais des mouvements très lents et j'avais plus les bras qui balançaient automatiquement quand je marchais en fait. Quand je marchais, j'avais les bras le long du corps qui restaient le long du corps et j'avais plus le balancement naturel des bras aussi. Ça a provoqué aussi des problèmes d'élocution chez moi, c'est-à-dire que quand je prenais ça, je parlais très lentement et j'arrivais pas à avoir un débit de parole normal et ça me faisait très très peur parce que je me disais, bah pareil, je me disais c'est vraiment en train de te bousiller le cerveau ce qu'on te donne. Et j'ai eu ce type d'effet secondaire, du moins, enfin après ils m'ont changé le traitement, mais avec le premier truc qu'on m'a donné, j'ai eu ça. Avec le traitement, j'ai eu d'autres effets secondaires encore pires, notamment je me suis pissée dessus 3 fois. Et voilà. Et après, j'avais tenté de signaler ça à la psychiatre. En fait, il faut savoir que les entretiens, c'était 1 fois par jour. Elle nous posait des questions. Je répondais à ces questions et après, elle partait et elle me laissait pas m'exprimer sur autre chose. Ou alors très peu. Et moi, quand je prenais ces trucs-là, j'arrivais à peine à réfléchir. Du coup, il me faisait très longtemps. Il me fallait longtemps pour vraiment pouvoir exprimer ma pensée et exprimer clairement ce que je voulais dire. J'arrivais pas à réfléchir clairement, du coup j'arrivais pas trop non plus à m'exprimer clairement. Du coup, bah, elle me disait souvent j'ai pas le temps de t'écouter, j'ai d'autres patients et tout. Euh, et j'essaie de lui parler de l'acathisie parce qu'en fait, quand on a ce genre d'effet secondaire, les psychiatres sont censés arrêter d'emblée le traitement et donner autre chose. Et elle m'a pas changé le traitement, enfin elle m'a changé le traitement après pour un autre qui faisait la même chose. Et, et j'ai essayé de le reporter aux infirmiers et les infirmiers, enfin ça a rien changé du tout. Et en fait, au bout de 2 mois, je supportais plus le fait d'être comme ça. Parce que, en fait, je voyais les autres personnes sortir. Je voyais que les autres personnes sortaient petit à petit. En fait, qu'elle restait en moins de 2 mois et il y avait des personnes qui étaient arrivées avant moi qui commençaient même à sortir. Et il y avait un mec qui était là depuis environ 6 mois. Enfin, je sais pas, c'était 6 mois, mais en tout cas, il était là depuis longtemps. Et lui sortait pas. Et je me suis dit, ça risque d'être pareil pour moi. Et moi, combien de temps je vais rester là et combien de temps on va me forcer à prendre ces trucs et combien de temps je vais rester dans cet état à supporter cette douleur. Et ça devenait insupportable et en fait, au bout d'un moment, la, la, psychiatre, la psychiatre venait me voir tous les matins et elle me donnait pas de date de sortie potentielle. Enfin, elle me posait des questions et c'était toujours les mêmes questions. Et au bout d'un moment,
Un matin, elle est venue me dire, j'ai l'impression que sur vous, les traitements ne fonctionnent pas et je vous propose des électrochocs en fait parce que je vois pas d'amélioration avec ce qu'on vous donne. Et en fait, il se trouve que durant peut-être qu'elle me disait ça parce que pendant tous les entretiens, en fait, tous les matins, je lui disais que je supportais pas les traitements, que j'avais mal, que j'avais des effets secondaires. Je lui demandais de me donner autre chose. Et je lui disais, je comprends pas pourquoi je suis ici. Je, je comprends pas le diagnostic. Le diagnostic qu'on m'a posé, est-ce que vous pouvez me réexaminer pour essayer de reposer un diagnostic voilà, je comprends pas. Enfin, est-ce que vous pouvez essayer de discuter plus longuement avec moi? Et à chaque fois, elle me disait soit qu'elle avait pas le temps, soit qu'elle pouvait pas, enfin, et après elle partait. Et en fait, tous les matins, étant donné que je souffrais énormément de ce qu'on me donnait, euh, j'étais paniquée pendant l'entretien. Enfin, j'étais stressée et pareil. Enfin, on ressentait que j'étais pas bien. Enfin, ça se voyait, mais pour le coup, c'était pas parce que j'étais pas bien psychologiquement, c'était parce que je supportais pas les trucs qu'on me donnait et qu'en plus je savais pas combien de temps j'allais rester à la clinique et je savais pas pendant combien de temps on allait me les donner, pendant combien de temps on allait me forcer à les prendre. Et en fait, le pire, c'est que quand je prenais ça, j'arrivais tellement pas à réfléchir que en fait on m'a proposé des électrochocs. Moi je me suis même pas vraiment opposée parce que je me suis la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a proposé ça, c'est que si jamais j'acceptais et que si jamais soi-disant son dernier traitement je l'acceptais, après elle allait me laisser tranquille, elle allait me laisser sortir et que je pourrais arrêter de prendre ces trucs là et que juste j'arrêterais de souffrir en fait. Et la seule chose que je voulais, c'était sortir de la clinique et pouvoir arrêter ces trucs, arrêter de subir ces effets secondaires. Et, et en fait, aussi, il y a une autre chose, c'est que je pensais sincèrement que les choses qu'on me donnait m'avaient vraiment détérioré le système nerveux et que les effets secondaires, enfin certains effets secondaires que j'avais, comme le fait de ne pas réussir à réfléchir correctement, en fait, ne seraient pas réversibles ou pas complètement. Et du coup, je me disais, de toute manière, si c'est ça, qu'on me fasse des électrochocs ou pas, en fait, ça change pas grand-chose. Et de toute manière, si c'est comme ça, je compte me tuer en sortant de l'hôpital. Enfin, moi, je pensais ça, honnêtement, mais enfin, si je dois passer le reste de ma vie sans pouvoir réfléchir avec des... je pensais même que les effets extra-pyramidaux étaient pas réversibles. Et après, comme j'avais vraiment du mal à réfléchir quand je prenais ça, je me suis pas renseignée quant à savoir si c'était réversible ou non. J'ai, enfin, une fois j'ai essayé d'envoyer un courrier au défenseur des droits pour qu'on me sorte de la clinique. Il m'a fallu 3 jours pour rédiger le courrier et j'avais vraiment du mal à écrire en plus parce que j'avais des problèmes de coordination de la main quand on me donnait ça et j'avais juste du mal à tracer les lettres et enfin, voilà, c'était une catastrophe. Et du coup, je pense que j'étais vraiment trop droguée, je me suis pas opposée à ça. Alors que si j'avais été dans mon état normal, juste j'aurais tout fait pour qu'on me fasse pas ça en fait. Et en fait, voilà, je vais pas détailler le déroulement des séances d'électrochoc, j'en ai eu 5. Il y a des personnes à qui on en fait beaucoup plus. La moyenne dans la clinique, il me semble que c'était de 10 ou 12. Voilà. La psychiatre disait c'est 12 séances maximum. C'est une série de 12 séances en fait. Il me semble que c'était ça. Et moi j'en ai eu beaucoup moins. J'en ai eu 5.
Et en fait, ce dont je voulais parler au travers de cette vidéo, c'est vraiment des effets, des effets très destructeurs que ça peut avoir sur le système nerveux en fait et de tout, en fait, de tous les effets secondaires que j'ai eus suite à ça et dont les psychiatres ne parlent pas forcément. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est oui, après les électrochocs, généralement, les gens ont des pertes de mémoire transitoires. Tous les souvenirs, tout ce que la personne peut avoir oublié revient au bout d'un délai de 6 mois grand maximum. Et les personnes peuvent aussi avoir des maux de tête après les séances d'électrochocs qui sont transitoires également. Et c'est tout en fait. Et ils ont dit qu'il n'y a absolument aucun effet secondaire suite à ce genre de thérapie. Alors il y a des gens qui subissent des électrochocs et qui sont juste désinformés quant aux possibles séquelles qu'ils peuvent rencontrer après suite à ce genre de traitement. Du coup, je trouve ça quand même très grave. Et les articles, parce que je suis allée chercher sur internet après, ce qu'on disait des électrochocs, maintenant on appelle ça électroconvulsivothérapie ou ECT le plus souvent possible. Et du coup, c'est sous ce nom-là généralement qu'on trouve les articles qui parlent des électrochocs. Je suis allée chercher sur internet ce qu'on disait des électrochocs dans la presse, sur YouTube, ce qu'en disaient les journalistes, les psychiatres, ce genre de choses. Et les informations que j'ai trouvées se veulent très rassurantes en fait à l'égard du grand public, en disant qu'il y a très peu d'effets secondaires, que pareil c'est des pertes de mémoire transitoires, que cette thérapie entre guillemets rencontre un succès très très important contre la dépression, voilà. Beaucoup d'informations comme ça. À côté, on rencontre un ton de parole très très différent avec des personnes qui en ont subi, qui se plaignent d'effets secondaires, de séquelles très importantes et très invalidantes et très, très difficiles à vivre au quotidien. Il y a certaines personnes aussi dans le milieu médical qui en parlent. Aux États-Unis, il y a le psychiatre Peter R. Brighams qui a beaucoup écrit contre, des méthodes de la psychiatrie qui a beaucoup écrit contre certaines méthodes de la psychiatrie auxquelles il était opposé, comme l'usage de certains médicaments comme les électrochocs et sur vraiment les effets invalidants que tous ces traitements peuvent avoir sur les gens. Et on peut trouver ces vidéos, ce qu'il a écrit très facilement sur internet. Et en fait, je comptais témoigner sur ça parce que moi j'en ai eu des électrochocs. Et voilà, je comptais témoigner sur les séquelles que j'ai eues suite à ça. Alors, dès que j'ai pu, j'ai arrêté de prendre les trucs qu'ils m'ont donné en fait. Et après, très rapidement, en arrêtant, j'ai retrouvé mes esprits, j'ai pu recommencer à réfléchir un peu mieux et je me suis rendu compte que c'était déjà. Moi, j'ai pas pris ça longtemps, mais que voilà, j'allais pas. Après l'arrêt, beaucoup d'effets secondaires étaient réversibles, du moins en prenant pas ça longtemps. Après, je sais qu'il y a des personnes qui disent que à long terme, ça peut provoquer des séquelles aussi, en fait. Mais enfin, je suis pas là pour parler de ça. Mais par contre, en ayant eu des électrochocs, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, suite à ça, je ressentais une fatigue très importante. J'avais des maux de tête constants, en fait, chroniques. C'est-à-dire, en fait, qui survenaient surtout dans les périodes d'effort. Mais c'est-à-dire que quand j'essaye d'étudier ou quand je travaille,
ou quand je fais du sport ou quelque chose de physique, en fait quelque chose qui nécessite un effort, que ce soit intellectuel ou physique, j'ai très mal à la tête. En fait, c'est surtout ce que je ressens le plus souvent, c'est une sorte de douleur au niveau des tempes, comme s'il y avait quelque chose qui m'appuyait sur les tempes, comme si j'avais la tête prise dans un étau en fait. Et l'impression d'avoir la tête bloquée dans un étau et quelque chose qui m'appuie sur les tempes et qui s'accompagne d'une grosse fatigue, d'une difficulté de concentration, parfois de vertige. Parfois, ça m'arrive de ressentir des sortes de chocs électriques dans la tête aussi, comme si j'avais des petites décharges électriques dans la tête en fait. Et du coup, c'est ce que je ressentais après les électrochocs. J'ai aussi oublié plusieurs années de ma vie en fait suite au traitement. Il y a des choses dont je me suis souvenue petit à petit, mais ça a pris du temps. Il m'a fallu environ 2 ans pour me souvenir de certains souvenirs que j'avais complètement oubliés. J'avais oublié des souvenirs d'enfants, j'avais oublié des souvenirs du collège et du lycée. Et en fait, c'est très grave parce que c'est sur les choses qu'on a vécues que notre identité elle se construit. Et quand j'avais une mémoire, enfin quand j'avais une mémoire parcellaire en fait de ma vie, j'étais un peu perdue dans ma vie, je savais plus trop qui j'étais et c'était vraiment compliqué. Du coup, c'est en fait les psychiatres disent que les pertes de mémoire, enfin moi ce qu'on m'a dit c'est que enfin, tout ce qu'on en fait les psychiatres disent que les pertes de mémoire, en fait tout ce qu'on a pu oublier ça revient au bout de 6 mois, mais c'est faux, enfin moi ça a mis 2 ans pour revenir. Et il y a même des choses dont je me suis souvenue 3 ans plus tard. Enfin, des fois j'avais des souvenirs qui revenaient comme ça. Je me disais, tiens, il s'est passé ça dans ma vie. Tiens, quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, c'était encore quelque chose que j'avais oublié. Et c'est un peu compliqué pour faire les bons choix, voilà, pour avancer dans la vie parce qu'en fait, il nous manque des informations sur nous-mêmes. Et juste après les électrochocs, j'avais vraiment du mal à me concentrer. J'arrivais plus à me concentrer pour lire un livre. Au début, en sortant de l'hôpital, après avoir arrêté les traitements et tout, jusqu'à environ 2 mois plus tard, je lisais 10 pages d'un roman, j'arrivais pas à lire plus, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à me concentrer sur plus de 10 pages. J'arrivais pas à me concentrer aussi à lire des articles sur internet en entier. Vraiment, ça nécessitait un effort de concentration, j'y arrivais plus. Alors que de base, je suis quand même une très grande lectrice, je lisais Enfin, j'étais le type de personne qui avait l'habitude de lire des sortes de pavés de 600 pages, même quand j'étais adolescente, voilà, je pouvais lire pendant des heures, un peu de tout d'ailleurs, mais bon. Et là, j'arrivais plus à me concentrer sur plus de 10 pages. Et après les 2 mois qu'ont suivi les électrochocs, j'ai énormément dormi. J'ai... dès que je pouvais, je dormais. Des fois, je dormais plus de 14 heures par jour. Et après, j'ai récupéré un peu, mais je pense que c'était grâce au fait d'avoir énormément dormi en fait. Et j'ai pu recommencer à me concentrer sur des romans. En fait, j'ai pu recommencer on va dire, à rester concentrée sur un livre environ 1 heure, mais juste dans le cadre d'une lecture de loisir. À l'époque, quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'étais en train de reprendre mes études parce que j'avais pas pu faire ce que je voulais à cause de ma famille, tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué. Et, euh, et en fait, j'ai pas pu parce que j'étais sous neuroleptique et je m'étais réinscrite, euh, je m'étais réinscrite pour reprendre des études et j'ai dû abandonner mon année. Et après, j'ai voulu recommencer la même année en sortant de l'hôpital. Et je me suis rendu compte que le fait de me concentrer sur des cours, c'était devenu beaucoup trop fatigant pour moi. J'avais des maux de tête atroces quand j'essayais d'apprendre. J'avais des maux de tête atroces quand j'essayais de suivre les cours. Et du coup, ce que j'ai fait pendant les 2 années qui ont suivi,
c'est que je travaillais et que après je rentrais chez moi, je dormais et je faisais quasiment que ça. Je faisais les courses et quand je rentrais, je dormais. Et je faisais quasiment que faire les choses un peu nécessaires ou indispensables de la vie quotidienne, c'est-à-dire travailler, faire les courses, se faire à manger. Et le reste du temps, je dormais. Et j'étais pas trop capable de faire plus. Et je passais mes journées comme ça. Et petit à petit, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai beaucoup dormi, que j'ai commencé à faire très très attention à mon alimentation. Je faisais attention à manger des aliments de bonne qualité, à manger des choses qui pouvaient me faire du bien aussi, qui pouvaient être bonnes pour le système nerveux. Et, et voilà, j'ai récupéré comme ça petit à petit. J'ai acheté J'achetais beaucoup de produits bio aussi dès que je pouvais, en fait, dans la limite de mon budget. Bon, c'est à part, mais c'est important. Tout ce qui est écologie, tout ce qui est bien-être animal, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc voilà, c'était aussi lié à ça, mais pas que. Et petit à petit, j'ai commencé à récupérer un peu sur certains points, pas sur tous. J'ai commencé à me souvenir de certaines choses. Ma mémoire de travail aussi, j'ai commencé à récupérer un peu au niveau de la mémoire de travail. Et je me suis dit que je pouvais essayer enfin de recommencer mes études, enfin recommencer ma reprise d'études que j'ai laissée en suspens depuis, depuis quand même 2 3 ans à cause des séquelles des électrochocs et voilà, des douleurs que j'avais, des maux de tête que j'avais, de la fatigue que j'avais. Et, euh, et en fait, je me rends compte que quand j'essaye d'étudier, j'ai toujours des maux de tête en fait. Enfin, les mêmes que j'ai quand je travaille d'ailleurs, mais j'ai toujours des maux de tête très importants quand j'essaye de me concentrer sur quelque chose. Pareil, toujours la même sensation au niveau des tempes. Je ressens toujours une fatigue très importante. J'arrive à me concentrer moins longtemps sur des choses. Quand j'essaye de passer des choses en condition d'examen, que ce soit partiel, que ce soit concours, c'est l'enfer parce qu'au bout de 30 minutes, j'ai très très mal à la tête. Peu importe que j'ai dormi, peu importe si j'ai bien dormi ou pas la veille d'ailleurs, peu importe si j'ai bien mangé ou pas. J'ai très très mal à la tête. La seule chose dont j'ai envie, c'est de partir et d'aller dormir et voilà. Du coup, ça nécessite un énorme effort de volonté de ma part pour essayer de rester concentrée à composer ce genre de choses. Et c'est extrêmement handicapant. Et il m'a fallu du temps aussi pour m'habituer à cette douleur que je ressens. Au début, je me suis dit, ta vie, ça va être un enfer. Mais voilà, je voulais quand même me battre parce que je me suis rendu compte que je pouvais récupérer ne serait-ce qu'un tout petit peu au début parce que au début, en me reposant, j'ai pu de nouveau être capable de me concentrer sur de la lecture. Du coup, je me suis dit, ça m'a fait me dire, en fait, c'est pas perdu, tu peux récupérer, tu peux essayer de reconstruire ta vie, mais, euh, mais voilà, tu vas devoir te battre parce que honnêtement, avec la fatigue que je ressens quand je travaille, la seule chose que j'ai envie de faire quand je rentre, même, même si des fois c'est pas des grosses journées, enfin, si des fois je rentre plus tôt et que enfin, d'autres personnes, quand elles rentrent à 16h, 17h, elles ont de l'énergie. Et ben, moi, ce que je ressens, c'est que je suis juste fatiguée, que j'ai juste envie de dormir. Et pareil, après avoir étudié 2 heures, 3 heures, j'ai envie de dormir, même si je dormis 8 heures, même si j'ai fait que ça dans la journée. Et je me suis dit, tu vas devoir être forte et tu vas devoir te battre si tu veux faire ce que tu aurais voulu faire avant. Si tu veux vouloir réaliser les projets que tu aurais voulu faire que tu aurais voulu réaliser avant l'hôpital, tu vas devoir te battre et tu vas devoir supporter de faire des choses en ayant mal à la tête.
Et je me suis dit, c'est dur à accepter comme vérité, mais tu dois l'accepter parce que au bout de 2 ans, bah, les maux de tête, ils partent pas en fait. T'as pu récupérer sur des trucs, mais les maux de tête, la fatigue, ça part pas. Aussi, ce que je ressens, c'est que par rapport à avant les électrochocs, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de motivation et que je ressens les sentiments de manière moins forte qu'avant. Pareil, ça peut être assez compliqué à imaginer. Bah, je pense pour les personnes qui ont pas vécu ce genre de choses. Mais je sais pas, pour donner un exemple, c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer, je pense juste que j'ai eu des dégâts neurologiques en fait. Voilà. Et, et du coup, il y a ce genre de choses qui m'handicapent au quotidien. Et des fois, pendant le travail, même maintenant, même 3 ans après, ça m'arrive souvent d'avoir envie de pleurer parce que j'ai mal à la tête. Quand je fais des efforts, j'ai mal à la tête. Je peux pas faire du sport comme je veux parce que quand je fais un effort, quand je cours, quand, quand je marche, quand je fais une randonnée, j'ai mal à la tête. Et, et ben, quand je travaille, ce que je fais, c'est que pour tenir, je suis obligée quelque part, de me dissocier en fait je sais pas, de me dissocier du moment présent, en quelque sorte. Et je sais pas comment expliquer, je sais pas comment expliquer comment je fais en fait, mais c'est juste, en fait, ça passe par le fait de relâcher un peu mon attention, d'être pas tout à fait là, de fonctionner un peu en mode automatique parce que ça me permet de me reposer, que si je fais pas ça, je tiens pas et qu'après j'ai trop mal à la tête et que je supporte plus en fait. Au niveau de la mémorisation, bah, ma mémoire elle est impactée aussi, je retiens moins bien les choses qu'avant. Et ce qui est surtout désespérant, c'est que pour passer des partiels ou pour passer des concours, parce que moi je vais passer des concours plus tard, bah, c'est vraiment compliqué. En plus, les concours, on est en compétition avec d'autres personnes et on est censé vraiment donner une bonne performance. Et bah, quand on a mal à la tête pendant toute l'épreuve et qu'on a du mal à se concentrer et qu'en plus notre mémoire de travail, notre concentration, elle est impactée, c'est vraiment compliqué. Et voilà. Et enfin, ce que je comptais dire pour terminer cette vidéo, c'est que, en fait, quand on recherche les dangers des électrochocs ou qu'on tape, par exemple, électroconvulsivothérapie danger pour se renseigner, on tombe sur, comme je l'ai dit, sur énormément d'informations qui se veulent rassurantes. Il y a même des articles qui disent que ce type de thérapie est extraordinaire, que ça soigne les patients qui ont des dépressions résistantes, que les gens après ils sont plus déprimés, que tout va bien, que ça fonctionne très bien. Et en fait, aucun de ces articles se penche sur les potentielles séquelles que ça peut laisser au niveau cognitif et au niveau neurologique. Et le docteur Peter Briggins, qui est psychiatre, c'est un psychiatre américain, mais qui milite contre beaucoup de traitements qu'il estime destructeurs pour le cerveau en psychiatrie, que ce soit les neuroleptiques et leurs effets secondaires, que ce soit les électrochocs, dit en fait que les électrochocs en fait, fonctionnent en endommageant le cerveau, c'est-à-dire que selon lui, en fait, les électrochocs endommagent le cerveau et en fait, le choc qui peut être, je sais pas comment expliquer, mais le choc qui se produit en fait va provoquer sur le moment, en fait, ce qui va accompagner le choc, ça peut être une sorte de sensation d'euphorie que la personne peut ressentir sur le moment et qui va de pair avec le choc. Et en fait, cette sensation d'euphorie, elle n'est pas bonne. C'est le signe que la personne a été atteinte neurologiquement. Et sauf que les psychiatres vont dire que en fait, c'est le signe que les électrochocs fonctionnent. Mais et il donne cet exemple pour dire que les électrochocs fonctionnent en endommageant le cerveau. Et il y a des personnes qui témoignent sur internet après avoir subi ce type de traitement
Il y a aussi des associations de victimes. Enfin, on peut on peut trouver des témoignages comme ça sur Internet. Et beaucoup de personnes qui ont subi ce genre de traitement témoignent de diminution de capacité cognitive à des degrés plus ou moins divers selon le nombre d'électrochocs qu'elles ont eu. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et les articles qui traitent des électrochocs n'en parlent pas, ne parlent pas des potentielles séquelles cognitives qui peuvent se produire. Et je trouve ça vraiment grave parce que bah, honnêtement, je trouve que c'est un traitement, c'est quelque chose qui peut détruire la vie de quelqu'un. Parce que là, j'en parle pas non plus, mais depuis 3 ans, j'ai pleuré vraiment de très très nombreuses fois. J'étais vraiment de très très nombreuses fois en colère. J'ai une sorte de colère et de rage et de haine qui m'accompagne à chaque fois que j'ai des maux de tête, à chaque fois que je souffre à cause de ça. Ça me rappelle que c'est à cause de ça. Ça me rappelle que j'ai mal parce qu'il y a des gens qui font ce genre de thérapie en France. Et voilà. Et même au début, je me suis dit, t'aurais dû vraiment t'opposer et tout. Je m'en voulais en fait. Je me disais, quelque part, c'est ta faute, sauf que on me donnait des trucs tellement forts que j'arrivais même pas à réfléchir, que j'arrivais même pas à me sentir bien dans mon propre corps, qu'au final, ben, je, je ressentais juste de la douleur, je voulais juste que ça se termine, c'est de l'ordre de la torture et je pense pas que je sois blâmée pour ça. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je veux vraiment témoigner concernant tout ça. Voilà. Concernant le danger de ces traitements. Parce que, parce que vraiment, toutes les capacités cognitives qui ont pu être impactées chez moi, c'est vraiment des choses très très importantes dans la vie des gens. C'est important d'avoir suffisamment d'énergie dans son travail, c'est important d'avoir suffisamment de capacité d'attention, de concentration, de pas se trouver fatigué au bout de 30 minutes quand on fait un effort assez important, que ce soit un effort d'attention, que ce soit un effort intellectuel, que ce soit un effort physique. Quand par exemple on conduit, quand on veut conduire, quand on veut travailler dans énormément de situations de la vie quotidienne, quand on a une famille aussi, parce que moi je sais qu'avec ces séquelles-là, si je voulais avoir une famille, ce serait pas possible. Je pourrais pas le gérer, je pourrais pas gérer la fatigue, je pourrais pas gérer le fait de dormir moins. Si je dors pas suffisamment, je suis pas juste fatiguée comme la plupart des gens parce que ça m'est arrivé de pas dormir suffisamment par le passé avant d'aller à l'hôpital. Je suis pas juste fatiguée. Euh, j'ai juste 2 fois plus mal à la tête et j'ai l'impression que je vais mourir j'ai mal à un point où en fait c'est pas vraiment tenable de faire une journée normale sans vraiment sans qu'au bout d'un moment je me mette à pleurer ou j'ai envie de pleurer. Enfin c'est rapidement très très douloureux en fait et ça me rend irritable et ça me rend pénible au final. Voilà. Et pareil, enfin il y a beaucoup de choses que je serais incapable de faire maintenant ou ou alors enfin, qui me prendraient beaucoup trop d'énergie. Du coup, c'est vraiment les choses que j'ai perdues à cause de ces traitements sont vraiment importantes dans la vie de tous les jours des personnes. Et je trouve que c'est très grave de faire subir des traitements aussi lourds. Pour moi qui détériore à ce point le système nerveux sans en avertir les gens en fait. Voilà, c'est juste très très grave. Et pareil pour les personnes qui font des études, ou même les adultes qui veulent reprendre des études, ou qui veulent passer des concours parce que maintenant on peut facilement changer, enfin en intégrant la fonction publique bien sûr, mais on peut facilement changer de travail si on veut, en passant des concours, en travaillant seul chez soi et tout, si jamais on n'a pas pu faire les études qu'on voulait auparavant
bah, il y a des personnes pour qui sociologiquement ou c'est compliqué, qui ont eu un contexte compliqué, qui n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient et tout ça. Et, et voilà. Et en fait, ben, pareil, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et enfin, moi je le dis, c'est surtout au niveau des examens que je le ressens. C'est devenu très dur pour moi, voire quasiment impossible de rester concentré 4 heures. Je peux pas rester concentré 4 heures. Quand j'ai essayé de passer des examens, des concours, ce que j'ai fait, c'est que je restais concentrée 20 minutes, parfois 30 minutes, et puis après je faisais une pause, et puis je me disais dans ma tête, faut que tu supportes la douleur, il faut que tu continues, et ça va, c'est que quelques jours, et après c'est terminé, après tu pourras faire que dormir si tu veux, voilà, tu pourras aller manger au resto pour te remercier d'avoir tenu aussi longtemps, et voilà. Bref, je comptais parler de ça, et pour moi c'était important, et vraiment, si jamais vous êtes concerné, renseignez-vous. Vraiment, renseignez-vous parce qu'il y a des gens qui en proposent ce type de traitement qui sont même pas en hôpital psychiatrique, je pense. Et enfin, j'avais vu ça, ça, c'était dans des vidéos, c'était des Américains qui parlaient de ça. Je sais pas si c'est le cas en France, mais il y a des gens, j'avais vu sur des forums qu'il y avait des gens qui envisageaient ce type de traitement alors qu'ils n'étaient même pas en hôpital psychiatrique parce qu'ils en avaient entendu parler, qu'ils étaient dépressifs et qu'il paraît qu'ils avaient lu que c'était efficace contre la dépression. Juste, si vous êtes concerné, dans tous les cas, réfléchissez-y et dans tous les cas, bah, essayez de jamais mettre les pieds dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Je parlerai peut-être de ça dans une prochaine vidéo parce que j'étais témoin de pas mal de choses et voilà, de pas mal de problèmes, de situations très problématiques en hôpital psychiatrique, mais juste essayez de jamais y mettre les pieds en fait. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. La vidéo a duré un peu trop longtemps, mais c'est important pour moi de vraiment de bien en parler, de parler en détail de tout ce que j'ai pu subir et de tout ce que j'ai pu avoir comme séquelles pour informer les gens, pour qu'ils puissent savoir bah, voilà, tous les problèmes que ça peut engendrer et juste pour avertir les gens en fait. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.